Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire ? Le 28 novembre avait lieu le second tour de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. En lice, le président sortant Laurent Gbagbo et l'ex-premier ministre Alassane Dramane Ouattara. Alors que le premier tour eut lieu dans le calme, des incidents ont été déplorés lors du second tour de la présidentielle. La pression monte, d'importants enjeux se jouent pour les deux camps et les partis s'accusent mutuellement de fraude. À dos, Alassane Dramane Ouattara a été déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 54,1% des voix par la commission électorale indépendante dont les résultats ont été certifiés par les Nations Unies, entend-on aujourd'hui dans la presse occidentale. Mais ce que l'on omet de préciser, c'est que selon la constitution ivoirienne, la CEI, la commission électorale indépendante, a 72 heures pour donner les résultats provisoires. Passé ce délai, le Conseil constitutionnel entre en jeu et proclame les résultats. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les 72 heures se sont écoulées et aucun résultat n'a été proclamé. Depuis, le pays vit avec deux gouvernements. Le 4 décembre 2010, Laurent Gbagbo prêtait serment à Abidjan en présence de deux représentants de pays étrangers, à savoir l'Angola et le Liban, et nommait comme Premier ministre Gilbert Marine-Goaké. Le même jour, Alassane Ouattara prêtait aussi serment et nommait Guillaume Soro Premier ministre. Depuis le 23 janvier 2011, Alassane Ouattara a décrété une interdiction d'exporter le cacao de Côte d'Ivoire, une punition contre son rival Laurent Gbagbo, souligne-t-il. La BNP Paribas et Citibank ont fermé lundi 14 février leur filiale ivoirienne. Nous ne sommes plus aujourd'hui en mesure d'assurer nos activités dans des conditions satisfaisantes de sécurité juridique et comptable pour nos clients, ni de sécurité physique pour nos employés, s'est justifié l'une des banques. Le ministre du budget du gouvernement Gbagbo, Koné Kassinan, a condamné le caractère illégal de la décision de fermeture des agences de la BCC et de Citibank. Le même jour, les États-Unis reconnaissaient l'ambassadeur nommé par Alassane Ouattara. Mais l'Union européenne aussi sanctionne des chefs d'entreprise accusés de soutenir le régime de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises ont fermé leurs portes, tandis que d'autres sont sur le point de déposer le bilan. Les stocks de carburant, de kérosène et de gaz butane arrivent également à terme. Un coup dur pour les Ivoiriens. Autant de mesures pour punir le peuple ivoirien pour son soutien à la légalité constitutionnelle. Notons que si Alassane Ouattara reçoit le soutien des Occidentaux, cela cache sûrement une affaire de famille. En 1990, un certain Nicolas Sarkozy, maire de la ville de Neuilly, célébrait le mariage de Dominique Novillon et Alassane Ouattara. 2 ans plus tard, Dominique Ouattara acquéra les franchises Jacques Desange aux États-Unis. Le couple est riche, très riche. En l'an 2000, Madame Ouattara comptait parmi les 40 femmes d'affaires les plus importantes au monde. Alassane Ouattara serait-il manipulé par les Occidentaux ? Le peuple ivoirien accueillerait-il ce président à ses risques et périls ? Oui, c'est ce que pense la majeure partie de l'opinion africaine. Alassane Ouattara n'a aucune chance de s'imposer tout seul dans le Sud et aurait fait appel aux Occidentaux. Autrement, de quel droit les Occidentaux se permettraient-ils d'intervenir en Côte d'Ivoire, pays libre et indépendant, si ce n'est pour mettre de force au pouvoir un homme dont la politique servirait les intérêts de la France. Rappelons que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, une matière première quasi indispensable en Occident. Pour l'heure, l'économie flanche, mais les personnalités politiques influentes telles que Barack Obama ou Nicolas Sarkozy préfèrent se soucier de qui sera le président plutôt que de comment le peuple vit cela. Et les médias, aujourd'hui tête à penser de la plupart des habitants de ce monde, prennent parti dans l'espoir d'effectuer un véritable lavage de cerveau sur l'opinion publique. Nous restons dans le ton de la rétrospective. Vous parlez de ce reportage diffusé sur les antennes de la chaîne française TF1. Un reportage dans lequel l'ONUCI et TF1 ont fabriqué des faits afin de manipuler l'information. Victor Pandebas. Le 30 décembre 2010, TF1, une chaîne de télévision française, montrait dans les différentes éditions de l'information du jour ces images prises devant Sebroco, le siège de l'ONUCI à Abidjan. Les personnes sur ces images ont été, selon elles, les victimes des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, aidées par des mercenaires angolais et libériens agissant nuitamment. Ces informations ne peuvent être vérifiées, a dit le reporter de TF1. Mais ce qui intrigue dans ce reportage, c'est le fait que, pour se faire filmer, les dites victimes soient regroupées devant le siège de l'ONUCI.
Cette jeune fille, par exemple, selon le reportage, aurait eu un éclat de gaz lacrymogène. Pourquoi n'avoir pas fait le pansement devant la caméra? Ce jeune homme a été, selon les témoins, battu à mort par les FDS. La suite du reportage est édifiant. Pendant le tournage de l'équipe de TF1, un autre caméraman a pris en cachette les mêmes images avec son téléphone portable. Résultat, le mort que vous voyez est comme Jésus-Christ ressuscité après le tournage. Manipulation de l'information, avez-vous dit? Sacré Onussi.